services de sécurité protègent, alors ils protègent la sécurité du chef de l'État. Ils protègent la personne du chef de l'État. C'est-à-dire que comme le chef de l'État gère le pays, il faut le protéger. Voilà, c'est tout. On ne protège pas le pouvoir. Actuellement, l'armée protège le pouvoir. On peut le démontrer. Il y a tellement d'éléments pour démontrer ça. Donc l'armée, on peut dire qu'elle est hors du contrôle de la loi. Et donc, elle garantit les pouvoirs à vie. Ça va changer. Sous Déby, c'était comme ça. Pendant la transition, c'est pareil. Actuellement, avec tout ce qui se fait autour du processus électoral, on avance dans la même direction. Exactement. Deuxième élément, c'est la violence politique. Alors, pour comprendre un peu la violence politique, dans un certain nombre d'éléments. En 2023, donc on arrive vers la fin de la transition, il y a eu les 4 lois liberticides. Donc à partir de août 2023, les Tchadiens ne peuvent pas manifester, ils n'ont pas le droit de s'attrouper dans les places publiques, ils n'ont même pas le droit de se réunir, même en milieu clos. La preuve, hier, il y a eu un article, un arrêté du ministre de la Sécurité publique qui a interdit une réunion du bloc fédéral aujourd'hui. Un bloc fédéral qui est un groupe de partis politiques dont les activités sont encadrées par la loi. C'est interdit. Ça, c'est lié aux 4 lois de liberticide. Le motif énoncé dans l'arrêté du ministre, c'est pour cause de troubles à l'ordre public. Voilà. En milieu clos, on parle de troubles à l'ordre public. Ça va se faire dans une salle du CEFOD. Troubles à l'ordre public. Donc on empêche les citoyens de simplement réfléchir. Hein? Premier élément. Deuxième élément, actuellement, alors on est bien dans la pré-transition. Et on voit le dernier acte, c'est la loi sur les découpages électoraux. C'est de la violence politique, ça. Si vous lisez vraiment cette loi, si des Tchadiens ne sont pas traités de manière égalitaire, il y a de la violence politique. C'est clair, et c'est délibérément fait. Donc c'est de la violence politique. En plus, depuis la transition jusqu'à aujourd'hui, vous avez un contrôle absolu des leviers du processus démocratique. Il y a Ange. On sait qu'est-ce que Ange est capable de faire maintenant après les élections. Le Conseil constitutionnel, pareil. Et le Conorex qu'il a fait avant. Non seulement ça, mais les arrestations et les assassinats des opposants politiques ou bien des leaders d'opinion sont courants. Bon, on ne fatiguera pas de rappeler la mort, l'exécution de Yaya Dilo, mais il n'y a même pas une semaine, on a arrêté aussi un journaliste. C'est-à-dire qu'on peut délibérément agir dans ces conditions-là et obtenir le silence de l'opposition ou de l'opinion libre, voilà, par la violence politique. Donc vous voyez, la violence politique joue un rôle pour permettre au pouvoir de taire toute opposition. L'autre élément pour dire aussi que rien ne va, ce sont les injustices et les inégalités. Alors on va revenir à utiliser un peu le découpage électoral. Vous avez bien lu le contenu de ce découpage électoral-là, la loi. On peut prendre 2 éléments pour illustrer qu'il y a vraiment de l'injustice et des inégalités. On va prendre une des provinces les plus étendues du Tchad, qui est le Tibesti, et la plus petite province au Tchad, qui est le Logone occidental. Alors, en termes de population, le Tibesti fait 42 650 habitants. Le Logone occidental, 1 192 884 habitants. Ça fait un rapport de 1 à 28. En termes démographiques, le Logone occidental pèse 28 fois le Tibesti. Dans la répartition, pour la représentation des députés, le Tibesti bénéficie de 6 députés et le Logone occidental de 7 députés. Cette question-là, elle a fait un débat énorme dans la société. La presse s'en est saisie, la société civile, les partis politiques. Mais c'est passé. Vous avez bien vu, c'est passé
au Conseil national au CNT. Même quand vous voyez la représentation, un député du TPC, il est en charge de 7108 citoyens, habitants. Un député du Logone occidental, 170 000 personnes qui représentent. Il y a une différence énorme. Et le traitement est le même, c'est-à-dire que le député du Logone occidental, lui, il a 23 fois plus de gens à représenter que le député du Tibesti. Ils vont être dans la même salle, traiter des mêmes documents, ils vont aussi avoir le même traitement salarial, etc. Et vous voyez ces différences-là. C'est-à-dire que le député du Logone occidental, il va avoir de la peine à représenter 170 000 habitants. S'il doit aller parler aux habitants, et c'est son rôle, comment il va faire? Alors le gars du Tibesti, il a seulement 7 000 habitants. Ça, c'est un, de l'injustice, et deux, des inégalités. On ne peut pas arriver à des solutions de situations comme celle-là et parler de démocratie. Ce n'est pas possible. Il y a trop d'inégalités. Et là, cette loi-là, si elle n'est pas voulue comme telle, elle ne peut pas être adoptée. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, en termes d'inégalité et d'injustice, on a la cherté de vie. On peut l'illustrer avec la cherté de vie. On est actuellement en état d'urgence alimentaire. C'est depuis 2 ans qu'on est en état d'urgence alimentaire. Le riz, qui est là, bon, prenons pour la ville de N'Djamena. Le riz et le maïs, ce sont les deux céréales de base pour les habitants de N'Djamena. Vous savez, le riz, vous l'achetez tous. 72 000 francs, pour qu'il arrive dans le grenier de la famille, il coûte 72 000 francs. Au marché, c'est 70 000 francs, plus le transport et je sais pas, 72 000 francs pour que ça arrive au grenier de la famille. C'est-à-dire un sac de riz, ça coûte le SMIC plus 12 000 francs. Que fait le SMICard dans ces cas? Il ne mange pas du riz. Il n'a pas de droit au riz. 72 000 francs. On est en état d'urgence alimentaire, il n'y a pas de réponse à ça. L'état d'urgence sert à quoi dans ces cas-là? Prenez maintenant le maïs. Le maïs aujourd'hui à 50 000 francs au marché. C'est-à-dire le SMIC moins 10 000 francs. Donc le SMICard est toujours en situation de... Qu'est-ce qu'il fait de ces 60 000 francs s'il ne peut pas nourrir sa famille? Ce n'est pas des injustices, ce n'est pas des inégalités. Et vous avez entendu une réponse du gouvernement, rien qu'un rapport avec l'état d'urgence alimentaire, rien. Rien. Mais c'était toujours comme ça, sous M. Déby, sous la transition, et les exemples coulent maintenant. Cool. Vous voyez? L'autre élément, c'est le détournement des ressources publiques. Pas besoin d'en parler, plus que ça. Monsieur le Président de la République, puisqu'il faut l'appeler ainsi, a dit dans son ouvrage « Le Bédouin à président » que l'histoire de Youssouf Boy, il a traité avec le pardon. 13 milliards. 13 milliards. C'est écrit dans son livre. C'est un pied de nez à tous les Tchadiens. L'argent appartient à l'État, le chef de l'État pardonne. Et voilà, il n'y a pas de suite. Et le gars, il est même relaxé, le juge l'a relaxé. Mais maintenant, il y a une autre affaire qui défraie la chronique, c'est au ministère de l'Agriculture, les 9 milliards qui ont été détournés. Les 9 milliards ont été alloués pour commander des engrais. Donc c'est une réponse à la question du déficit alimentaire dans le pays. En 2023, le déficit alimentaire est de 1 million de tonnes, toutes céréales confondues, 1 million de tonnes. Donc on commande des engrais pour augmenter la production, c'est détourné. 9 milliards. Quelle est la réponse qui a été donnée? On a simplement remplacé le secrétaire général qui a été incriminé dans l'affaire. Il a juste été incriminé dans l'affaire. Bon, voilà. On l'a remplacé. C'est un délit ou pas? Si c'est un délit, il devait être poursuivi. Normalement. Il n'y a pour le moment rien qui est dit sur la question du délit. On l'a juste remplacé. Donc il y avait une faute professionnelle. Le fait qu'il est le secrétaire général, il est en même temps le fournisseur du ministère. Puis c'est lui qu'on a dit qui a détourné les 9 milliards. Et quand l'affaire a commencé, on a dit, ouais, ben, il y a 100 tonnes, quelque chose comme ça, qui sont arrivées. On a commandé 1000 tonnes.
Et l'activité agricole, et on est à moitié de la campagne agricole, on est à moitié de temps. Les engrais arrivent tard à ce moment-là. Ils n'ont pas été commandés. Les 9 milliards ont disparu. Rien ne se passe. C'est-à-dire que cette année, on va encore creuser le déficit alimentaire. Cette fois-ci, c'est la responsabilité même du ministère de l'Agriculture qui est en charge de la question. Donc les détournements sont devenus une affaire courante. Sous Déby, c'était pareil. Voilà, actuellement, on continue de plus belle. En plus, Déby, parfois, il attrape les gens. Maintenant, on dit simplement, quitte ton poste et ciao. Ou parfois, on dit, ok, c'est pardonné. Ben, un autre élément, c'est les services sociaux de base. Sur les services sociaux de base, qu'est-ce qu'on a maintenant en soins de santé? Quand il y avait la canicule, on ne pouvait même pas avoir une place à la morgue de l'hôpital. Voilà. Même traiter dignement nos morts, c'est un problème. L'eau, l'électricité. Des quartiers qui n'ont pas l'électricité pendant 1 mois, 2 mois, c'est courant. Même l'eau. Tant pis l'électricité, même l'eau, ça manque. Les inondations, on est bien face aux inondations. Il y a des quartiers qui sont complètement dans l'eau, pas de réponse. Pas de réponse, il n'y a que des gesticulations, des annonces dans la presse, et rien de plus. Les gens sont dans l'eau. Dans l'eau. C'est quoi la dignité du Tchadien s'il ne peut même pas sortir de sa maison? Bon, le pire, c'est que vous avez un train de vie de l'État. Et on peut illustrer très facilement. Vous savez, quand le Premier ministre se déplace, il y a à peu près 6, je ne sais pas combien, je ne sais pas compter, mais il y a une série de Toyota V8 qui pèsent dans les 100 millions, et une série de pick-up des militaires qui le protègent. Si vous calculez ça, vous êtes déjà dans les 500 millions. Donc quand le Premier ministre se déplace, il y a 500 millions de francs CFA qui se déplacent. Ils sont investis que pour ça. C'est pour la parade. Pendant qu'on est dans l'eau, pendant qu'on manque de capacité à acheter de la nourriture, il y a de l'argent qui est dépensé pour le train de vie de l'État, des dirigeants de l'État. Ce n'est même pas de l'État. Train de vie des dirigeants de l'État. Donc vous voyez ça. Puis la dernière chose, c'est que on a un risque qu'après les élections, le suffrage direct soit supprimé. On a un risque. On a un risque qu'on arrive là. Et si on arrive là, on est bien dans un parti-État. On est vraiment très friand d'entendre leurs arguments. Qu'est-ce qui reste de la démocratie qu'ils agitent tous les jours? Qu'est-ce qu'il reste de cette démocratie-là? Donc si on conclut tout ça, on peut dire que après la transition, c'est égal pendant la transition, c'est égal avant la transition. Il n'y a aucune différence. Donc, c'est pour ça qu'on disait au début, on va droit au mur. On va vraiment droit au mur. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas responsable pour une république de mettre les citoyens dans ces conditions-là. Maintenant, on a un environnement politique complètement bouché. Les citoyens ont envie de se dégager de ça. Les conditions d'activité citoyenne sont bloquées. On fait quoi? On fait quoi? Dialoguer avec le pouvoir, c'est impossible. Vous allez les voir, ok. Mais premièrement, tous ceux qui ont une opinion différente, c'est opposant. Opposant. Si encore vous échappez au cas Yaya Dilo, vous pouvez prier Dieu. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Et s'il y en a, vous êtes la presse, vous pouvez en parler. Alors, de notre côté, notre silence nous a amené à un certain nombre de choix. Et nous avons considéré la situation de manière responsable, en nous disant, si nous devons faire face chaque fois au blocage des décisions, comme celle qui interdit la réunion de 14 heures aujourd'hui pour le bloc fédéral, eh bien, chaque fois que nous avons essayé, nous avons vécu ça
avant le bloc fédéral. Plusieurs de nos rencontres, plusieurs des manifestations systématiquement interdites. Parfois même nos réunions, les policiers arrivent ici. Intimidation, menace. Ils restent devant la porte, parfois ils rentrent dans la cour de l'UST, qui est un territoire inviolable, normalement. Inviolable par les forces de l'ordre. Mais bon, voilà. Ce que nous nous proposons, c'est... Alors, on a la pression par la rue devient difficile. Elle devient même quasiment impossible. Et il faut la relancer autrement. Parce que vous pouvez faire le bilan de ça. La population participe aux manifestations. La population aussi ne participe pas. Pourtant, le sujet la concerne en premier chef. Bon, maintenant qu'il y a des interdictions, il faut trouver les voies. Les voies pour nous, puisque en face, on a l'argument de la force, on va opposer la force de l'argument. Et il faut faire du dialogue de manière à ce qu'on les contraint à prendre les décisions qu'il faut. Si par la rue on ne peut pas, par l'argument on va essayer. On va essayer. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne la rue, pas du tout. Mais il faut préparer la population pour que la pression de la population arrive de manière plus forte. Autrement dit, toutes les associations, tous les partis politiques réunis ne peuvent pas faire basculer cette situation-là. C'est impossible. Donc il faut conscientiser la population, faire un travail au ras du sol pour que ça puisse au moins germer à ce niveau-là et qu'une dynamique citoyenne vienne de la base. Alors, nous, on s'est dit qu'il faut utiliser la force de l'argument et pour ça, nous commençons une série de réflexions. Le dimanche, nous allons faire une première université d'été. C'est une université citoyenne et populaire pour réfléchir et on va réfléchir. Deuxièmement, on change de stratégie. Au lieu d'attaquer les symptômes, on attaque les causes. Jusqu'à là, on n'a attaqué que les symptômes. Le président a pris telle décision, ça a eu telle conséquence, ça c'est les symptômes. Et on s'est attaqué à ça pendant de longs mois, de longues années. Ça n'a pas donné de résultats. Et le pouvoir est toujours de plus en plus fort. Donc il faut attaquer les causes. Et pour attaquer les causes, on a choisi un certain nombre de sujets qui sont des sujets que nous avons traités en 2020. Si vous avez lu le livre blanc de Hokitam en 2020, les sujets que nous avons posés comme base du changement démocratique dans le pays, il y a 7 points. Et nous avons commencé à tirer 3 points là-dedans pour faire ce travail de conscientisation citoyenne. Alors, le premier thème, c'est le franc CFA. Le franc CFA. Le franc CFA, comme vous le savez, tire le pays vers le bas. Donc, ça, c'est une des causes pour la pauvreté dans le pays. Il faut ajouter cela, toute la gestion délétère que l'État fait des ressources nationales. Deuxièmement, c'est la dette. Le Tchad s'endette, sans arrêt, et paye très peu, et la dette étrangle le pays. C'est-à-dire que les ressources qui peuvent être utilisées pour la lutte contre la pauvreté sont en partie utilisées pour rembourser la dette, alors que l'argent emprunté par la dette ne produit pas de résultats pour faire changer le contexte social. Donc il faut attaquer la question de la dette et voir dans quelles conditions, où ils payent cette dette-là, où ils trouvent des ressources pour que les populations ne souffrent moins de la pauvreté. Le troisième sujet, c'est la présence militaire française. Les trois sujets sont liés. Hein. Qui tire bénéfice du contexte tchadien, c'est bien la France. C'est bien la France. Voilà. Et on voit bien la relation France, gouvernement tchadien, pouvoir tchadien, mais ça tient autour de ces sujets-là. Donc c'est ça les causes et il faut attaquer ces causes-là. Voilà. Donc on va faire une première réflexion le dimanche, après-demain, le 11 août. On a choisi le 11 août comme date symbolique parce que le 11 août c'est la fête de l'indépendance. Et on va réfléchir sur ces sujets qui sont chauds, mais des sujets de fond pour la République, des sujets de fond que d'ailleurs le Denis a refusé d'aborder. Nous l'avons proposé. Et même la conférence de 1993, la conférence nationale souveraine, a refusé de les traiter. On peut aller sur la documentation de la conférence nationale souveraine, ces sujets-là n'ont pas été abordés.
Pas du tout. Or, ce sont ces sujets-là qui tiennent le pays vers le bas. Il faut bien les attaquer une fois pour qu'on puisse au moins, que les citoyens puissent travailler à se libérer de ça. Donc voilà. Alors, on nous dira, ah oui, c'est extrêmement difficile et les premiers commentaires qu'on a reçus, c'est bien ça. Mais qu'y a-t-il à faire d'autre que de s'attaquer aux causes? En tout cas, ça, c'est notre choix pour le moment. Et on verra bien. On sait qu'on va avoir encore plus de répression à cause même du choix de ces thèmes-là. D'ailleurs, les banderoles qu'on a affichées ont été enlevées. On ne sait pas si c'est l'ANS, on ne sait pas. Ça a été enlevé. Donc on voit bien les réactions qui commencent à être fournies. Ce n'est pas un bandit de passage qui a pris ça. C'est en plastique, qu'est-ce qu'il va en faire? On n'a pas voulu que l'information circule. C'est plutôt ça. Ça, c'est notre soupçon. Mais on ne tient personne là-dessus. On ne sait pas qui a enlevé. Mais ça montre que c'est complètement difficile, même déjà sur cet aspect-là, d'attaquer des questions aussi sensibles qui tiennent le pays et qui tirent le pays vers le bas. Voilà, je vous remercie. Ouh là là. Je ne peux pas. Je ne peux pas préparer. Qui peut le faire? Comment tu peux? Oh, je ne peux pas. Après, si vous voulez, on fait une interview. Plutôt que de résumer, je n'arrive pas. Bien, maintenant, les questions sont ouvertes. On peut prendre une série de 3 questions. À chaque fois que vous prenez la parole, dites le nom de votre organe. Voilà. Donc, on va prendre une série de 3 fois. La parole est à vous. Ceux qui veulent répondre à une question, ils y vont. Il n'y a pas de pression. Oui. C'est Eric Garmantonde, journaliste avocat. Alors, comme vous avez abordé le sujet des difficultés de l'état de raconte, Pardon? vous avez abordé à l'ensemble l'état de raconte, l'application de loi. Mais qu'est-ce que le thème choisi pour l'université d'été là peut apporter de nouveau dans l'assiette des citoyens tchadiens dans l'immédiat? Les 3 thèmes choisis, qu'est-ce que ça peut apporter dans l'immédiat dans l'assiette du citoyen tchadien qui est en train de primer après le monde? Merci. Olivier Monodi, RFI. J'allais aborder dans le même sens de mon confrère Olé et Eric. Je m'excuse. Voilà, moi j'allais aussi poser la question. Pensez-vous que le thème choisi pourrait bien répondre donc à la préoccupation de tout ce que vous avez évoqué comme questionnement tout à l'heure? Et si jamais, déjà vous commencez à faire face donc à certaines difficultés, on enlève vos affiches. Pensez-vous réellement que l'université d'été autant pour moi aura lieu le dimanche 11 août? Si jamais on vous empêche de l'organiser, quel sera votre plan B? Bonjour, c'est Abou Noël du journal Flash 4. Et vous avez soulevé ici la présence des militaires français ici au Tchad. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez le nombre exact des militaires français ici au Tchad? Merci. Ok, on va clôturer ça. On donne la parole au panéliste. Alors, on a en fait 2 questions.
cette question, les premières questions vont ensemble, c'est même une même question. Puis la question de du nombre de militaires français. Pour la première question, qu'est-ce que les thèmes abordés par l'université citoyenne apportent dans l'immédiat à la situation sociale dans le pays? Si j'ai bien résumé votre idée, c'est la situation sociale, la pauvreté, Ok. Dans l'immédiat, ça n'apporte pas. Ça n'apporte pas dans l'immédiat une réponse, ça c'est clair, on n'a pas besoin d'en discuter. Nous avons choisi ces thèmes pour un travail de long terme. Je crois que c'est ça que vous n'avez pas saisi. On fait ce travail pour une question de long terme. J'ai expliqué tout à l'heure que nous abordons maintenant le travail en attaquant les causes. Si vous attaquez les causes, ce n'est pas une réponse et un changement immédiat que vous obtenez. Ce n'est pas possible. Donc vous avez déjà la réponse à votre question sur l'intermède qu'on a tenu tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport... Alors, il faut bien qu'on réponde à votre préoccupation. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au contexte actuel où il y a les inondations, la cherté des vies, etc. Mais nous sommes une organisation qui travaille sur ces sujets-là, on ne les abandonne pas. Ce que nous avons expliqué, c'est notre objectif à long terme. Mais nos objectifs immédiats, on n'en a pas parlé. Si vous voulez, on peut en faire une interview. Venez, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on fait par rapport aux thèmes. Si nous les avons abordés, c'est parce qu'ils sont une préoccupation aussi pour nous. Mais comment voulez-vous que le président de la République, il mange chaque jour aux frais de l'État? Et le smicard, il mange en travaillant lui-même, c'est son salaire. Cette première différence-là, ça ne vous tape pas dans la tête? Le président de la République, il mange aux frais de l'État, parce qu'il y a un budget à la présidence. Il y a un budget pour ça. Le smicard ne peut pas acheter du riz, il ne peut pas acheter le maïs. S'il achète le riz, il doit se débrouiller pour soigner son enfant ou l'envoyer à l'école. Quel choix il va faire? Qui est face à ça? Le président de la République? Non. Mais vous voulez qu'on se taise pour ça? Non. Nous travaillons là-dessus. Mais je vous invite à peut-être regarder l'ensemble des productions qu'on a faites seulement pendant la transition. Oublions l'époque Déby. Seulement pendant la transition, le volume de propositions que Wakitama a faites, ça fait une thèse. Quelqu'un peut faire une thèse là-dedans. Mais ça touche que les questions sociales. On a aussi abordé les questions politiques. Mais si nous nous revenons maintenant à parler du CFA, de la dette, de la présence militaire, c'est parce qu'aussi ils ont un lien avec les questions de pauvreté. Combien nous perdons chaque année à cause du parrainage du franc CFA par la France? Combien nous perdons en termes de recettes qui peut être affectées à la lutte contre la pauvreté? 2 milliards. D'ailleurs, nous ne gérons plus depuis 1961, nous ne gérons plus nos stocks de devises. Non, c'est la France qui les gère. Ils nous payent en CFA. Qu'est-ce qu'ils font de ces devises-là? Ce n'est pas une perte pour le pays. Et si le contexte de pauvreté n'évolue pas, vous savez, en 1900, non, le Ecocide 3 a établi l'indice de pauvreté, l'incidence de pauvreté à 46%. L'Ecocide 4 a énoncé 42%. Comment tu peux me corriger si c'est faux? 42%. On a fait une chute de 6 points de pourcentage. L'objectif de la stratégie, le Tchad que nous voulons, la vision, le Tchad que nous voulons, c'est qu'en 2025, on tombe à 22% de taux de pauvreté. Aujourd'hui, on est à 40, les chiffres que j'ai vus des Nations Unies ont remonté de 42 à 47. Donc on est revenu aux chiffres de 2011. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû à une gestion globale de ce que c'est que notre économie. Si nous ne pouvons pas disposer librement des ressources de nos échanges extérieurs, nous ne sommes pas un pays. Même si M. Déby dit qu'on est un pays souverain, on ne l'est pas. On ne l'est pas.
Et si nous perdons la souveraineté, nous perdons aussi les moyens de lutter contre la pauvreté. C'est pour ça qu'il faut attaquer ces causes-là. Alors vous, votre question propose qu'on s'attaque aux symptômes, mais on vous a expliqué. Les symptômes, on s'est attaqué pendant longtemps, on n'a pas eu de résultats. Le pouvoir ne veut pas bouger. Il ne veut pas bouger, il voit bien les chiffres, c'est des chiffres officiels de l'État tchadien, 42%. Si un gouvernement est responsable de 42% de gens pauvres, il doit démissionner. Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a des pays où on a, je ne sais plus, 2-3% de pauvreté. Pourquoi nous, on est à 42%? Avec la masse de richesses qu'il y a dans ce pays, rien que le pétrole. Donc vous voyez, on est sur deux sujets et vous nous demandez de faire un choix compliqué. Non, on ne complique même pas ce choix. On va parler des questions immédiates. D'ailleurs, on les a abordées. Inondation, par exemple, ou la cherté de vie. On va en parler, on va toujours aller voir les ministres ou bien attaquer leurs décisions. Mais on ne va pas se taire sur les questions du long terme. Parce que si on ne dit rien, dans 10 ans, le CFA est toujours là et le contexte ne changera pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ça la question de fond. Voilà, alors nous on fait le choix de travailler pour l'immédiat, mais surtout de s'attaquer au long terme. Autrement dit, on est une société civile, pourquoi? Si on ne peut pas envisager les perspectives et de poser les actes aujourd'hui. Et c'est ça notre choix. Maintenant, c'est à vous d'apprécier ça. Bien, merci. Je vais compléter ce qu'a dit M. Soumaïn. À la question de M. Eringar Lemtolde à propos de l'université citoyenne. J'ai lu ce que vous avez écrit. Vous avez attaqué de manière incisive l'université citoyenne. Alors que les maux dont souffre le Tchad, nous les dénonçons, mais vous dénoncez la même chose. Vous dites pourquoi on s'attaque, alors pourquoi parle-t-on du CFA, de la dette, de l'armée, alors que les gens sont dans l'inondation, sont dans la pauvreté, etc. Mais qu'est-ce qui provoque la pauvreté? Au lieu de parler des choses en aval, c'est-à-dire, oh, les gens sont pauvres, etc., etc., nous avons cru bon de comprendre, d'attaquer les choses en amont. Le Tchad est l'avant-dernier pays le plus pauvre du monde. Le 4e pays le plus violent. Le 12e pays le plus corrompu. Le 29e pays le plus dangereux. Et vous voulez qu'on parle des choses en aval. Oh, le Tchad, les gens ne mangent pas leur faim. Mais pourquoi ils ne mangent pas leur faim? Il faut remonter les choses. Raison pour laquelle on a voulu parler de l'armée française, de la dette, du franc CFA. Le franc CFA, comme l'a dit M. Soumaïn, le franc CFA tire le Tchad vers le bas. Je ne sais pas si tout le monde comprend de la même manière. Lorsque le Tchad vend quelque chose, ou bien lorsque les États-Unis achètent des matières du Tchad, ils achètent en dollars. Aucun dollar ne tombe au Tchad. Les dollars restent à la France. La France fabrique au trésor français. C'est toujours à la France. La France tire, fait marcher les planches à billets, nous donne les CFA. Et elle garde les dollars. Et d'ailleurs, même quand elle nous donne, elle nous donne 50% de ce que les États-Unis nous donnent. Mais dans les clauses, elle peut utiliser l'argent du Tchad qui est en France sans pour autant rendre compte. Ça fait 14 pays qui aident la France comme ça. La France est une sanction par rapport au franc CFA. La France est une sanction en Afrique. Aujourd'hui, pourquoi la France se bat pour conserver les pays? Tout le monde s'est retiré, le Portugal s'est retiré, l'Espagne s'est retirée, la Grande-Bretagne s'est retirée. Mais pourquoi la France insiste? Parce que la France est un petit pays qui se met debout sur les épaules des Africains pour paraître trop grande. Si les Africains bougent, la France tombe. Voilà un peu ce problème. Et quand vous voulez attaquer les problèmes, c'est que vous avez mal vu. Nous recommençons, nous remontons les choses pour dire pourquoi
nous sommes dans cette situation. Voilà pourquoi nous nous sommes mis à attaquer les choses à partir de la racine. Et nous viendrons dans vos inondations là. Voilà, j'en ai fini. Il y a deux questions, il y a deux questions qui n'ont pas encore eu de réponse. La première, c'est si l'armée arrive à bloquer l'université citoyenne, quel est votre plan B? Et la deuxième, c'est quel est le nombre de militaires français au Tchad? Bien. Oui, avant de revenir donc à cet aspect des préoccupations, si aujourd'hui les Tchadiens souffrent, nous ne voudrions plus que cela soit le cas dans les années à venir. Voilà notre philosophie, voilà notre logique. Vous savez, dans la Première République, le pouvoir central avait peu de moyens, mais les citoyens tchadiens étaient à l'aise. Les fournitures étaient gratuites à l'école, les réquisitions pour les déplacements. Je citerai autant d'exemples. Aujourd'hui, avec l'aide que le pays reçoit, on n'a même pas un stade aux normes internationales. On n'a même pas un train. Je citerai encore des exemples comme ça. Nous voulons attaquer, comme Kamal l'a dit, le problème à la racine. Maintenant, si notre université est interdite, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Et même si on l'a, on ne vous dirait pas. Mais il n'y a pas de plan B. La présence militaire française, et tout le monde le sait, ils ne veulent pas dire le nombre exact, mais selon nos estimations, ils sont au moins à 11 000. Vous savez, ceux qui ont quitté le Niger, soi-disant pour être en transit, pour passer par Douala, une bonne partie est restée au Tchad, pour s'ajouter à l'effectif qui était là déjà présent. Mais pourquoi les Tchadiens ne peuvent pas aller s'installer en France? Pourquoi l'armée tchadienne ne peut pas aller aussi défendre la France? On l'a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde se rappelle que c'est du Tchad que la colonne Leclerc est partie libérer la France. Pourquoi aujourd'hui nous on ne le fait pas? Pourquoi aujourd'hui la France ne nous appelle pas? Et que ce soit la France qui vienne s'installer au Tchad, comme en territoire conquis. Un militaire français a tué un Tchadien à Faya, allègrement on l'a exfiltré, on l'a rapatrié. Un militaire tchadien interpelle 4 militaires français en villégiature à l'est du pays. On l'a arrêté, on l'a rétrogradé, on l'a exclu de l'armée. L'année dernière, je crois, où il y a 1 an et demi, l'armée française arrive au sud du pays et les violences ont commencé atrocement dans le monde de l'âme et la Niampende. Je citerai aussi là des exemples. Nous voulons attaquer les choses à la racine. C'est ça la stratégie de Wakitama. Et nous avons choisi, pas au hasard, le dimanche 11 août, 64 ans après. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que le Tchad en est? Nous autres, notre vie est derrière nous. Mais que la génération future ne subisse pas le même sort. Nous préparons le terrain pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est ces bases-là que nous jetons, que nous jetterons à partir du 11 août, dimanche 11 août 2024, à l'hôtel Chérabel. Nous le disons encore haut et fort, même si on doit interdire, nous pouvons affronter les interdictions comme on les a toujours affrontées. Ça ne serait pas un premier défi. Voilà, j'espère avoir répondu à vos préoccupations. Parce que le ministre de la Sécurité publique a interdit la réunion de cet après-midi pour le bloc fédéral, là, on pense qu'il peut le faire aussi pour Wakitama.
c'est dans l'ordre des choses, ils font ça tout le temps. Mais nous, on s'attend dans tous les cas à ce qu'ils l'interdisent. Bon, il peut interdire une réunion. Le ministre de la Sécurité publique peut-il interdire aux gens de réfléchir? Non, on lui lance le défi. Qu'il ferme notre cerveau. C'est simple. Il ferme notre cerveau, à ce moment, il a gagné. Mais si notre cerveau fonctionne, il va toujours nous avoir sur le dos. Alors autant nous écouter. Autant nous écouter. Ils gaspillent le temps pour le pays parce que nous faisons une proposition. On n'est pas en train de crier contre eux constamment et à ne rien dire, jamais du tout. Chaque fois qu'on a attaqué un sujet, on a fait une proposition. Chaque fois. On peut sortir la documentation pour ça, il n'y a pas de problème du tout. Mais si nous faisons ça, c'est parce que nous réfléchissons. Vous savez, la philosophe américaine Walter, elle disait, beaucoup de gens abandonnent leur pouvoir parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas. C'est ça. Les Tchadiens pensent qu'ils n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir du citoyen, c'est de contrôler le pouvoir d'État. C'est ça. Mais comme on pense qu'on n'a pas ce pouvoir-là, on lâche l'État, on lâche donc le gouvernement, on lâche le pouvoir à faire ce qu'il veut. Alors nous, on veut travailler pour que ce pouvoir-là soit récupéré. Une fois qu'il est récupéré, eh bien, le ministre va s'adresser à la population et pas au Kitama. Nous, on n'est même pas le problème. Le problème, c'est toujours la population qui est en train, en ce moment-là, de râler, de grogner, Mais le jour où ça ne peut pas être contenu, ils vont faire quoi? Un arrêté pour dire aux gens de ne pas grogner? Trop tard. Trop tard. Mais on va pousser à ça. On va pousser à ça. Ben, ils le savent. Ils savent. Et chaque fois, ils disent, ces gens de Wakitama, ils veulent notre tête. Non. Nous, on veut que le pays change. On a un malentendu avec eux. Et ils pensent qu'on est leur opposant. Nous, on veut une autre république. C'est clair. Et si ils comprennent bien le sujet, on est leur partenaire. Nous, on ne cherche pas le pouvoir. Ceux qui cherchent le pouvoir sont les partis politiques. Bah, parfois, on est des alliés avec l'opposition. On est souvent des alliés. C'est normal. Si en face, le pouvoir ne prend pas les bonnes décisions, on a intérêt à nous allier avec l'opposition parce qu'il faut une masse critique pour faire changer les choses. Mais nos masses critiques n'ont pas fait bouger les lignes. Là, notre bilan est clair. Nous n'avons pas gagné sur ce point-là. Il nous faut gagner une fois. On va essayer l'autre. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un deuxième tour de questions? Oui, monsieur. Encore, Élie? Oui, je vais bien encore. Merci, vous venez d'évoquer des sujets qui m'ont fait inspirer pour une question. La France est un État qui a signé des accords avec un État qui est le Tchad. Wakitama n'est pas entendu par le gouvernement. Comment entendez-vous amener le Tchad à changer, à résilier le contrat avec la France? Ces derniers temps, le président Mamad Kaka fait le jeu de chat entre la France et la Russie. Est-ce que Wakitama n'est pas en train de soutenir les actions du pouvoir qui veut faire du chantage à la France? Merci. Oui, allez-y. Merci. Bon matin. Malaro. Pendant votre échange, vous avez un peu évoqué l'aspect de l'urgence alimentaire. Là, sur ce que le coordinateur a dit, nous parlons un peu de défense, de dépendance du pays par rapport au produit agricole. Et il y a un aspect aussi important qu'il a évoqué par rapport au prix de denrées alimentaires. Et si nous prenons par exemple un pays comme la nôtre, bien évidemment, quand quelqu'un est devant, peut-être c'est toute la famille qui mange derrière nous. Et cet aspect n'a pas été évoqué sur la question de l'université d'été. Mais si nous prenons par exemple ce que Okitama a fait, est-ce que les citoyens lambda sont directement inclus dans ce qu'ils font? Parce que déjà, le plus touché, c'est les citoyens lambda. Parce que par exemple, nous avons parlé d'insalubrité qui coûte 70 000, ce qui dépasse même le SMIC du pays. Et que s'il y a un papa qui lui-même
qui nourrit par exemple des enfants qui sont déjà diplômés, et ça c'est une réalité du pays. Des jeunes qui ont 32 ans, même 40 ans, qui sont encore à la maison en train de manger sur les tables de leurs parents. Une situation qui est une triste réalité que nous traversons. Est-ce que réellement, dans les actions de Wokitama, les citoyens sont vraiment impliqués? Parce que déjà vous avez dit, la question de rue, c'est que vous ne touchez pas déjà. Maintenant, nous savons tous que ce que le gouvernement écoute plus, c'est la question de rue. Mais si vous pensez que nous devons passer par un autre chemin, est-ce que nous pouvons en arriver à un résultat escompté? Vous parlez aussi d'une sensibilisation à long terme. Et là, nous avons la cherté de vie, ça c'est une réalité que nous avons. Ça ne peut pas entrer dans les questions de l'inondation. Quelles sont les actions à mener dans les jours à venir? Parce que déjà, vous avez parlé de 64 ans. 64 ans, où en sommes-nous avec l'urgence alimentaire? Vous avez évoqué la question de 9 milliards que personne n'a fait impôt. Si les citoyens eux-mêmes sont concernés par cette situation et nous avons une silence, comment nous pouvons en arriver si les concernés pensent qu'ils ne sont pas concernés par cette affaire? Et sur la question de cherté de vie, il y avait aussi des actions que le gouvernement a parlé, surtout le fait. Récemment, nous avons écouté aussi le directeur de douane qui a parlé sur certains produits qui arrivent au pays, mais ce n'est pas des douaniers. Est-ce que vous avez aussi fait des bilans sociaux pour nous, peut-être un peu d'explication sur ce point? Oui. Moi, ma question est celle de savoir est-ce que la France n'est-elle pas juste. Vous êtes monsieur? C'est Mohamed Haroud de la télévision Sahara TV. Hein? Sahara TV. Sahara TV. Voilà, ma question est celle de savoir est-ce que la France n'est-elle pas juste un bouc émissaire pour les pays de l'Afrique subsaharienne? Parce que le Tchad n'est pas le seul pays qui connaît la présence de l'État français sur son territoire. On a la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire nous a prouvé le contraire qu'avec c'est-à-dire la collaboration, avoir la France comme partenaire, on peut aussi aller de l'avant. Aujourd'hui, quand vous voyez la Côte d'Ivoire et le Tchad, malgré qu'ils ont la présence française, ils ont pu trouver le contraire du développement. Donc, ma question est de savoir, est-ce que pour le Tchad, la France n'est pas juste un bouc émissaire pour cacher notre volonté de ne pas avancer dans certains secteurs? On peut prendre une quatrième? Oui, oui. On peut prendre carrément une quatrième. Oui. Oui, Arnaud de Bande Info. Wokitama étant acteur de la manifestation du 20 octobre, Human Rights vient de publier un rapport accablant le gouvernement. Et le gouvernement, de son côté, nie en bloc ce rapport. Alors, quelle est la position, en tout cas, de Wokitama face à cette contradiction qui nous y passe? Ok, je peux revenir sur la table. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut préciser que une bonne partie de vos questions rejoint posées par Eric, et le deuxième intervenant, c'était qui là? Monodji, voilà. Donc je pense que les réponses ont été données. Je ne sais pas s'il faut encore qu'on revienne. Par contre, on répondra au reste. Alors, la première question de Eric, c'est comment Wokitama peut amener à résilier le contrat français? C'est bien ça. Alors, ce n'est pas Wokitama qui va faire résilier le contrat. Il faut bien souligner ça. Nous travaillons pour qu'il soit résilié. Donc, ce n'est pas nous qui allons le faire. C'est le droit de la population de le faire, de l'exiger. C'est pas parce que nous le faisons parce que nous sommes des citoyens. C'est tout. C'est les populations qui doivent le demander. Et nous allons travailler pour que les gens comprennent le poids. Parce qu'on a un boulet au pied. Ce boulet-là, c'est la relation avec la France.
même que la France peut être le bouc émissaire, on reviendra sur la question, tant mieux, mais on a un boulet. Si on tamise la question et qu'on sorte les responsabilités de l'État tchadien, de la population tchadienne, il va rester la responsabilité de l'État français. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour commissaire ou pas, ils ont des responsabilités. Et il faut attaquer cela. Je pense qu'il faut séparer les choses en deux. Le débat national va rester le débat national. Ce que nos gouvernements sont incapables de faire, nous sommes là pour leur dire de faire ceci ou cela. Ou de les sanctionner si les élections sont transparentes. Condition. Mais si les relations avec d'autres pays enfreignent à nos droits, c'est une autre question. On ne peut pas les mélanger avec... Maintenant, il est clair que si le pouvoir tchadien... Alors, là, on voit très bien que dès qu'il a eu le coup d'État de 2011, parce que pour Wakitama, c'est un coup d'État. L'arrivée de M. Kaka au pouvoir, c'est coup d'État. En 2021. J'avais dit quoi? 2020, j'ai dit 2011, pardon. 2021. Pour nous, c'est un coup d'État. Mais il a été soutenu par les Français. Bon, la première personne qui est venue, avant même que les Tchadiens se soient prononcés, c'était Macron. Pourquoi? De quel droit? Lui, il se prononce avant nous. De quel droit? Il est le président de la France, pas du Tchad. Et même si Kaka, on aime sa tête ou pas, il a pris le pouvoir. Nous, on a affaire à lui. Mais pourquoi Macron s'est mêlé de l'affaire? C'est parce qu'il a des privilèges à décider de ce qui est du Tchad. C'est ça. Hein? Alors, j'ai visionné une altercation entre Eyadema Père et le président Pompidou de France au sujet du CFA. Et Eyadema disait qu'il faut revoir la parité fixe. C'est parmi les fondements du franc CFA, il y a la parité fixe, avec le franc français à l'époque. Et la parité fixe, c'est contre l'économie des pays membres de la zone CFA. Et donc, Pompidou, en répondant, a dit, si vous voulez le parrainage de la France, il faut accepter la parité. Et si vous n'en voulez pas, faites votre monnaie, mais je vous garantis qu'elle va s'écrouler tout de suite après. Eyadema n'a pas répliqué. Hein. Donc voilà un chef d'État qui avait l'occasion de dire, on fait notre monnaie. Pourquoi? Mais parce qu'en 1960, à partir de 1956, je crois, les premières indépendances des pays francophones a eu lieu. La Tunisie, le Maroc, puis vers 60, il y a eu la Mauritanie. Il reste qui? L'Algérie, je n'ai pas cité. L'Algérie, c'est 62. Tous ces pays-là avaient le franc CFA comme monnaie pendant la période coloniale. Ils ont fait leur monnaie juste après. La Tunisie a sa monnaie, l'Algérie a sa monnaie, le Maroc a sa monnaie, la Mauritanie a sa monnaie, et un autre pays francophone en Asie, c'est le Vietnam, qui a aussi fait sa monnaie, mais qui avait le franc CFA avant. Si vous regardez les données économiques, tous ces pays se portent mieux que tous les pays francophones d'Afrique noire. Tous, y compris la Côte d'Ivoire, citée par Sahara TV. Y compris la Dong, par exemple, la Dong. La Dong, c'est la monnaie vietnamienne. La Dong, c'est 1 euro vaut 42 000 dong. Vous voyez? 42 000 ans. Un seul euro. L'euro vaut 655 CFA. Mais le PIB du Vietnam, c'est peut-être pratiquement le Tchad, la RCA, et il faut ajouter le Niger, quelque chose comme ça. Pour faire le PIB du Vietnam. Avec une monnaie qui vaut 42 000 fois moins que l'euro. Qu'est-ce qu'on fait du CFA? Il faut attaquer ça. Maintenant, les responsabilités qui nous lient, nous, à nos gouvernements, c'est une autre question. Donc, parler du bouc émissaire, c'est simplement contourner l'affaire. Ça peut être ça. Mais nous, il faut séparer les choses en deux. La France doit partir. Et si le gouvernement, le chef de l'État, Kaka, dit qu'on est un pays souverain, alors qu'il soit cohérent avec lui-même. La souveraineté, c'est d'abord la monnaie.
La première souveraineté qui s'exerce pour un État, c'est sa monnaie. C'est d'abord la monnaie. Si votre monnaie, vous n'avez pas la souveraineté là-dessus, vous n'avez plus de diplomatie, vous n'avez plus de droit dans votre pays, vous n'avez plus de défense. C'est pas possible. Et ça, c'est les 4 piliers de la souveraineté. Et la monnaie, elle est contrôlée par la France. Donc, notre souveraineté est entre les mains de la France. Ça, c'est un bouc émissaire, la France? Non. Il faut que ça cesse. Maintenant, une fois que ça, on l'a écarté, on a des pouvoirs dictatoriaux. Monsieur Kaka, là, il va rester 30 ans aussi, c'est ce qu'il veut. Sinon, pourquoi il met les anges, les histoires là? Pourquoi il l'a fait? C'est pour perdurer au pouvoir, non? Et on a dit qu'après les prochaines élections, on risque d'avoir un parti-État. On risque bien d'avoir ça. Le MPS, avec sa coalition là, ils vont être un parti-État. C'est-à-dire qu'ils s'installent au pouvoir, Corée du Nord. Genre Corée du Nord. C'est ça qu'on risque d'avoir. La démocratie fout le camp, non? Ça, c'est un problème interne. Et il faut qu'on le règle. Il faut séparer les choses en deux. Alors nous, on a... Peut-être que ce n'est pas clairvoyant, tant pis. Mais c'est comme ça qu'on voit les choses. Il faut séparer et attaquer chaque problème à sa place. Donc, je ne répondrai pas à la question de M. Eric. C'est la population qui doit le faire. Et dans notre stratégie, il faut amener la population à faire toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on parle du long terme. Maintenant, on patauge dans la pauvreté, on patauge dans ça, c'est votre question. Oui, ça c'est votre question. On patauge dans la pauvreté, dans le dénuement total. C'est une question sur laquelle nous travaillons depuis l'époque de Déby. C'est même pas maintenant. Donc nous ne changeons pas ça. On ne va pas arrêter de le faire. La seule chose aujourd'hui qui change, c'est qu'on a la difficulté d'avoir la rue. C'est tout. La seule chose qui nous coince, c'est la difficulté d'aller dans la rue. Parce que nous sommes capables d'organiser des manifestations. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on tire sur les manifestants. On ne veut pas la responsabilité d'avoir les massacres du 20 octobre. Ça suffit. On ne va pas exposer les citoyens. On peut avoir nos droits autrement. Mais l'important, c'est de garder le cap, de chercher le droit. Ça, on n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Le soutien au chantage des Kaka, non. Là-dessus, on s'est exprimé. Je ne sais pas, je continue. Alors, on s'est exprimé sur cette question. Lorsque M. Kaka a été en Russie, il avait dit, à la conférence de presse finale, il avait dit à M. Poutine qu'il est venu en tant que président d'un pays souverain vers le président d'un autre pays souverain et qu'il veut en discuter sur cette base-là. M. Kaka sait très bien qu'il n'a pas sa monnaie, qu'il n'a pas sa défense nationale. On a une armée française qui est là depuis 132 ans en plus. Ce n'est même pas une histoire des indépendances. Ils sont là depuis la colonisation. Donc ça fait 132 ans qu'on a une armée française sur le dos, qui ont massacré nos grands-parents, qui ont massacré nos parents et qui continuent à massacrer. La preuve, le gars qui a été tué à Faya. D'ailleurs, dans les accords militaires, là, un soldat français commet un délit au Tchad, il est protégé par cet accord-là. Il est sous le droit français, donc il va être jugé là-bas, pas ici. Lisez l'accord là, c'est dedans. Lisez-le. Donc vous voyez que le privilège que l'armée française a au Tchad, notre armée nationale ne l'a pas. La preuve, là encore, l'officier qui a été dégradé parce qu'il a arrêté des soldats français. C'est interdit par cet accord-là. Et le ministre de la Défense, ne sachant pas quoi faire, parce que sinon il faut qu'il explique que c'est interdit par l'accord, ce qui va faire râler la population, alors il a dit que le gars n'a pas respecté les ordres qui lui ont été donnés, prétexte on l'a expulsé. Mais ça, ils ont caché la vérité. Mais notre souveraineté, elle est un problème. Et nous ne soutenons pas le chantage de Kaka. Notre problème, il est simple. Si les Russes viennent et qu'ils soutiennent le pouvoir de M. Kaka, nous sommes contre eux. Nous, on n'est pas pro-russe. On est pro une relation égale à égale. Ça peut être avec les Russes, ça peut être même avec les Français s'ils changent. Mais le principe est simple. Ou c'est une relation égale,
ou elle ne l'est pas. Il n'y a pas de privilège à donner aux Russes là-dessus. On s'est exprimé là-dessus. On l'a longtemps fait. Non, bouc émissaire, j'ai répondu. Côte d'Ivoire, je pense que je l'ai abordé aussi, il n'y a pas besoin. Votre problème pour la Côte d'Ivoire, c'est que vous comparez la Côte d'Ivoire au Tchad. Ce n'est pas la bonne façon d'aborder la question. Si vous la comparez au Tchad, il n'y a pas de relation. Le PIB de la Côte d'Ivoire est X fois celui du Tchad. Donc, ça coule de source. Mais le problème est que si on voit les possibilités, le potentiel qu'a la Côte d'Ivoire, elle ne devait pas être au stade où elle est. Et c'est là le problème. Ce n'est pas tellement qu'elle dépasse le Tchad. Elle dépasse le Tchad, elle est où? En termes de droits pour les populations, en termes de richesses exploitées, la Côte d'Ivoire est soumise au même problème que le Tchad, c'est-à-dire que la richesse que produit la Côte d'Ivoire, en France, et les Ivoiriens, ils ont ce qu'ils ont pour en faire ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont mieux géré que nous et c'est pour ça qu'il y a une différence. Mais ce que la France gagne en Côte d'Ivoire, il y a 43 000 entreprises, non pardon, 3 000 entreprises françaises en Côte d'Ivoire. 3 000, ce qui a de la ressource à exploiter. 3 000 entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que, ouais, la différence, elle, c'est pas sur le fait qu'elle dépasse le Tchad. Non, pas du tout. Le fait qu'elle a un gros PIB ne montre pas qu'elle bénéficie de la richesse qu'elle a dans les ressources naturelles. Ok, il y a Human Rights Watch, tout ça, il faut répondre. Bien, je vais compléter. En ce qui concerne la France, il y a deux volets. D'abord le volet de l'armée française et le volet du franc CFA. En ce qui concerne l'armée française est en Afrique, à Djibouti, au Gabon, au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Au Tchad, que fait l'armée française? Vous savez que l'armée française est... Les Français, les militaires français ont mis pied au Tchad avant 1900, à la dernière décennie du 18e siècle, 19e siècle. Depuis lors, elle n'est plus partie. En 1964, Tombal a demandé le départ des troupes françaises. Le Tchad a commencé par flamber. La rébellion était une poignée pendant ce temps. On a fait venir les troupes françaises. Est-ce que les troupes françaises ont pu anéantir la rébellion? Non. Ils ont fait plutôt le contraire, afin d'équilibrer les forces et d'affaiblir le Tchad. Maloum a demandé le départ des troupes françaises. Très rapidement, Hissène Habré et Goukouni ont pris de l'envol. C'est-à-dire qu'ils sont partis tranquillement déposer les armes de l'autre côté, à la rébellion. La rébellion a commencé par occuper des villes. Maloum a demandé de ramener encore les troupes françaises. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de troupes françaises? Regardez les tueries qui se font. Aujourd'hui, on a 11 000 militaires français. Il y a des tueries à Kouri-Bougoudi. À Béche, il y a eu des tueries. Mangalme, Amtiman, N'Djamena, Mongo, Léo, Kelo, Kumra, Donia, Sandana, Darmadi, Kiabe, Barade, Goré, Bessao, etc. Korbol. Est-ce que l'armée française est intervenue quand il y a des tueries? Jamais. Et elle protège qui au Tchad? Le Tchad quitte ici pour protéger le Niger, le Mali, le Cameroun, même le Nigeria. Est-ce que le Tchad a besoin d'une autre armée pour le protéger? Non. On n'a pas besoin d'une armée pour le protéger. Puisqu'on va protéger les autres. Donc la présence des troupes françaises, elle n'a absolument rien à voir ici. Vous voyez ce qu'elle fait au Mali. C'est l'exploitation de l'or
au Niger, c'est l'exploitation de l'uranium que l'armée française fait. C'est des orfèvres en quelque sorte. Des orpailleurs. Il y en a dans l'armée française. Je prends le cas maintenant de la monnaie. Vous savez ce que c'est qu'une monnaie? Étymologiquement, une monnaie est une pièce de métal frappée par une autorité souveraine et servant aux échanges. Une autorité souveraine, c'est-à-dire l'autorité suprême. Est-ce que le Tchad est une autorité suprême? Quand on a créé le franc CFA, un franc CFA était égal à 1,70 francs français en 1945. En 1947, un franc CFA égale 2 francs français. Arrivé aux indépendances, un franc CFA égale 0,02 francs français. C'est-à-dire qu'on a divisé par 100 nos richesses. Donc un franc français égale 50 francs CFA. Quelle souveraineté on peut avoir de cette monnaie-là? Et en 1993, on a encore passé à la dévaluation. C'est-à-dire qu'on a divisé par 2 encore les richesses des pays. Donc tant que vous n'avez pas votre monnaie, vous n'avez pas la souveraineté de votre pays. C'est la France qui a la souveraineté du Tchad, ce n'est pas le Tchad qui a sa souveraineté à elle-même. Donc si vous comprenez ce que vaut le franc CFA. Vous dites 64 ans de déficit, etc. Mais vous savez que le Tchad est un pays surtout rural. On vit de l'agriculture, de l'élevage. Laissez le pétrole de côté. Vous avez vu la note que le ministère de l'Environnement a sortie? Qui n'a pas vu? Interdiction de défrichement des champs. Il y a des gens qui n'ont pas vu ça. Mais le ministère de l'Environnement a sorti une note. Il est interdit de défricher. Dans quel pays ça se fait? Dans quel pays? De l'autre côté, on a armé les éleveurs. Les éleveurs sont pratiquement tous armés. Et ils s'attaquent aux champs. Et les autres ne sont pas armés. Vous avez toujours entendu, d'ailleurs c'est vous qui les publiez, quand il y a par exemple des affrontements, lorsqu'un éleveur est tué, la brigade arrive et on arrête même les chefs de village. Mais lorsque les agriculteurs sont tués, on ne fait absolument rien. Vous savez que les généraux sont en train d'occuper des terrains. Il y a des généraux qui ont 400 hectares. C'est-à-dire dans les 400 hectares, il y a même des villages, on dégage les gens. Il y a des Tchadiens qui sont en train aujourd'hui d'aller en RCA pour trouver des champs à labourer, d'aller au Cameroun. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur village. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement se tait. Alors, qui dirige le pays finalement? Et on dirige le pays pour quoi? Le rapport de Human Rights Watch, la CNDH a fait le même rapport. La CNDH est une institution de l'État qui a fait le même rapport. Et si vous avez suivi le ministre qui a parlé, et un ancien prisonnier de Koro Toro qui a également parlé, il dit ce que le Human Rights Watch a publié, mais c'est inférieur à ce qu'ils ont subi. Je crois que beaucoup d'entre vous ont subi. Alors, comment voulez-vous que le Wakitama soutienne ce que le ministre a dit? Nous, on soutient ce que les rapports qui sont sortis, dont les rapports officiels. Nous, on n'a pas fait des rapports, on n'a pas envoyé des enquêteurs. Mais les rapports qui sont sortis confirment ce que les gens ont subi. Et d'ailleurs, même ce que la CNDH a fait, c'est un peu inférieur, parce qu'elle a dit que c'est provisoire et qu'elle n'a pas tout couvert. Comment voulez-vous qu'on dise encore le contraire? Absolument rien. Alors, on va où en ce moment? Vous êtes en train de, tous les jours que Dieu fait là, vous êtes en train de dénoncer les maltraitances. Vous n'avez même pas besoin de nous poser ces questions, parce que vous savez mieux que nous, puisque vous avez des antennes qui sont à l'intérieur du pays qui vous rapportent toutes les choses. Le Tchad n'est pas un pays de droit. C'est ça la conclusion à laquelle on peut parvenir. Et lorsque les gens qui quittent de loin font des enquêtes, de quel droit le Tchad peut-il mettre en cause? On interdit de défricher,
on occupe les terrains, on arme les gens. Un pays pétrolier sans électricité, sans carburant, comment vous voulez vivre dans un tel pays? La France n'est pas un bouc émissaire. Maintenant, je viens sur la dernière partie qu'a présentée Soumaï. Quand Déby est mort, brutalement l'armée a pris le pouvoir. D'abord, ça a étonné tout le monde. On a dit, on va voir ce que la France va dire. Pendant la levée du corps, Macron est venu. La France ne laissera personne, ni aujourd'hui, ni demain, à remettre en cause l'intégrité et la stabilité du Tchad. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je soutiens les gens qui sont venus là. Ça, c'est la position de la France, premièrement. Deuxièmement, qui confirme que c'est un coup d'État, quelques jours seulement après, on a sorti la charte, comment ils ont appelé? La charte de transition. Une charte, là, on l'écrit en 2-3 mois. En quelques jours, on a sorti la charte de transition. Ça veut dire que cette charte a été écrite avant la mort de Déby. Vous êtes d'accord avec moi? C'est moins d'une semaine que les militaires ont sorti une charte bien écrite. Vous savez le français des militaires. Ces militaires-là peuvent écrire des choses comme ça. C'est la France qui a écrit ça, si vous ne le savez pas. Donc, c'est un coup d'État. Voilà. Oui, merci. Je complète rapidement 2-3 mots par rapport à la question du 20 octobre. Est-ce que vous savez pourquoi l'Union africaine n'a pas publié son rapport? Hein? Vous ne posez pas de questions. Vous ne cherchez pas. Mais ça répond aux préoccupations que vous avez. On sait qu'il y a eu des morts entre N'Djamena et Koro Toro. On sait qu'il y a eu des morts à Koro Toro. L'Union africaine est arrivée à cette conclusion. Mais il ne veut pas publier le rapport. Pourquoi? C'est pour cacher cette vérité-là. D'autre part, la Côte d'Ivoire et le Tchad, c'est le soleil, c'est la nuit et le jour. La Côte d'Ivoire a une façade maritime. Le Tchad est un pays enclavé. Donc il n'y a pas de comparaison pour les deux. Pour les autres questions, je crois que j'ai fait mienne toutes les réponses. Et puis je n'ai plus rien à ajouter. Bon, voilà, nous allons clôturer cette conférence de presse. Si tout se passe bien, le 11, à partir de 8 heures, l'université citoyenne sur le thème de gestion de la dette et de la présence de la main française se passera à l'hôtel Benabel. Ils participeront d'une part les chercheurs universitaires et d'autre part les professionnels de chaque domaine et aussi un public invité. Vous serez de nôtres si vous acceptez de venir couvrir cette auguste rencontre. Donc au plaisir de nous revoir le 11 août à partir de 8 h à Zénith.